Donc, merci. Alors, quelques messages, donc forcément incomplets. Alors, un petit merci à mes collègues qui m'ont donné quelques images de face et de profil, hein, mais voilà. Alors, Valérie vous a dit que le peu d'intérêt de cette classification, si ce n'est pour le radiologue, de donner le vertige. Alors, l'imagerie est quand même dans la boucle, aussi bien dans le diagnostic que dans le suivi des maladies osseuses condensantes. Boucle clinique, l'histoire familiale et les données biologiques. Donc imagerie, diagnostic et suivi. Pourquoi l'imagerie est intéressante? Tout simplement parce qu'il y a une majoration du calcium dans l'os, donc le calcium est parfaitement visible. Il peut y avoir un hypermétabolisme osseux, mais pas toujours. Il y a des modifications morphologiques et fonctionnelles. Morphologiques, on les voit, et fonctionnelles, on les recherche. L'imagerie X, donc c'est la place de l'imagerie calcium, que ce soit les radios simples ou le scanner, extrêmement utile. L'ostéodensitométrie, si besoin. La scintigraphie, alors c'est fonction bien sûr de l'hypermétabolisme osseux éventuel, mais surtout des fractures que l'on peut détecter par scintigraphie lorsqu'elles sont à leur phase de réparation. L'IRM, extrêmement utile pour rechercher les compressions, et on en verra donc dans ces modifications fonctionnelles secondaires aux modifications morphologiques. Quant à l'écho, ben je l'ai mis entre parenthèses parce qu'elle est vraiment, vraiment limitée. Alors le premier message, c'est se méfier des imitations. Se méfier des imitations, et dans la pratique courante, pas dans la pratique courante d'un centre de référence, dans la pratique courante dans la vraie vie, quoi. Les ostéocondensations secondaires sont beaucoup plus fréquentes que les maladies osseuses condensantes constitutionnelles, qu'elles soient tumorales, métaboliques ou iatrogènes, c'est beaucoup plus fréquent. Un petit clin d'œil. Que pensez-vous de ce cliché tiré du squelette d'un enfant de 7 jours? Il y a une ostéocondensation. Ben, c'est le premier piège, c'est un piège classique pédiatrique. Chez le tout petit, il peut y avoir une ostéosclérose physiologique, à ne pas prendre pour une pathologie, mais la similitude radiologique avec cette forme d'ostéopétrose néonatale est tout à fait saisissante. L'âge n'est pas tout à fait le même, il y a quelques semaines, mais il faut vraiment connaître ce petit piège avant de se lancer dans des erreurs. Le deuxième message, c'est le cas du fœtus. Alors, soyons bien d'accord, l'échographie et la TDM fœtale, j'avais déjà eu l'occasion de parler de la TDM fœtale ici, la TDM fœtale ne permettent pas d'apprécier la binéralisation. Ça, je crois qu'il faut bien être d'accord là-dessus, ce n'est pas possible. Donc, les maladies osseuses ostéocondensantes qui se manifesteraient chez le fœtus, c'est uniquement par les signes d'accompagnement, que ce soit une micromélie, une incurvation, ou des anomalies de la face dans certains syndromes avec ostéocondensation. Voici un exemple. Bon, à l'évidence, il y a des os très courts, incurvés, trapus. Nous sommes tôt, c'est le début du deuxième trimestre. Mais c'est souvent la radio du squelette post-mortem qui va donner la clé. Dans le cas présent, c'était une chondrodysplasie de Blomstrand, mais ce n'est pas l'écho, seulement point d'appel, qui en fait le diagnostic. Autre exemple, où ceci vous a déjà été dit, de découverte anténatale devant une incurvation, un élargissement, mais aucune possibilité d'analyser avec précision in utero la structure osseuse. Le troisième message, c'est la forme de l'ostéocondensation, par l'imagerie. Donc elle peut être diffuse ou localisée, il est très important d'apprécier la topographie sur l'os. La médulaire, la corticale, éventuellement le périoste, puis sur l'ensemble du squelette. Et voici quelques exemples ciblés sur un bassin et une hanche. Un cas d'une ostéopétrose dans une forme dominante où
il n'y a pas de canal médulaire visible où la condensation est homogène. Toutes les pièces du squelette sont touchées, du squelette visible sur le cliché. Autre exemple, une ostéopétrose de forme infantile. À ce moment-là, les choses sont un petit peu différentes. Il y a deux zones, des zones plus claires et des zones plus denses. Et en fait, ce sont les zones métaphysaires qui sont le plus claires. Autre exemple, où la morphologie en fait le diagnostic, une striation métaphysaire sur ce reformatage de scanner de découverte fortuite. Autre exemple, toujours centré sur cette région, d'ostéopécilie, et là le diagnostic est facile s'il s'agit d'un adulte jeune, peut poser davantage de problèmes s'il s'agit d'une personne plus âgée susceptible d'avoir des métastases de cancer de prostate. Vous voyez, ces ponctuations spiculées qui sont appuyées sur les trabéculations du spongieux, le diagnostic en est très facile, avec une richesse également de l'atteinte épiphysaire. Et enfin, toujours dans cette forme, là, le diagnostic est facile. On a des bandes d'ostéocondensation qui touchent le spongieux, qui touchent la corticale et qui se développent en exo-osseux et quelquefois même à distance. C'est une méloréostose, vous l'avez bien reconnu, et ces coulées sont tout à fait pathognomoniques. Il n'y a pas d'autre fin. Le quatrième message, c'est l'étendue de l'atteinte. L'étendue de l'atteinte. Et là, c'est très important. Je vais vous donner deux exemples de la vraie vie. Je vous ai dit qu'on était dans la vraie vie. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un scanner qui a été fait chez un garçon de 7 mois pour bilan de macrocranie évolutive avec hydrocéphalie triventriculaire à l'échographie. Bon, 7 mois à l'échographie, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un épaississement de la voûte et un aspect d'os dans l'os. La constatation de ceci, qui n'est pas toujours facile à voir d'ailleurs, hein, parce que les nombres de scanners cérébraux qui sont faits, l'analyse de l'os n'est pas toujours extrêmement précise. Donc malgré tout, ceci doit conduire à la réalisation d'un squelette en totalité, ou en tout cas de l'exploration du maximum de pièces squelettiques pour découvrir l'ostéocondensation qui touche l'ensemble du squelette, avec déjà des troubles du modelage métaphysaire typique d'une ostéopétrose de type infantile. Autre exemple, toujours de la vraie vie, c'est une jeune femme de 32 ans, qui a un traumatisme du genou, il y a une radio qui est faite, et qu'est-ce qu'on voit? On voit une striation. Donc la constatation de ce signe-là impose la recherche d'autres anomalies qui, dans le cas présent, n'étaient pas symptomatiques, et vous avez une sclérose de la base du crâne, à un degré moindre de la mandibule, également de la voûte, avec disparition de la différenciation entre table externe et table interne, dans le cas d'une ostéopathie striée avec sclérose crânienne. Donc, pour revenir, donc, cette étendue de l'atteinte, c'est bien quand on pense au diagnostic, mais ce sont les petits signes qui doivent conduire à rechercher l'étendue de l'atteinte. Cinquième message, il existe des signes discriminants. Je ne parle pas de l'ostéopécie, je ne parle pas de la méloréostose, c'est évident. Mais dans des situations un peu plus compliquées. Et vous l'avez déjà vu, mais ce n'est pas grave de répéter. Voici cette... je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, qui a une ostéocondensation extrêmement marquée. Bilan de squelette, où il y a déjà l'avant-bras. Il y a deux éléments qui sont fondamentaux, c'est le crâne et les extrémités. Alors c'est un petit peu petit, mais vous voyez parfaitement les signes majeurs, que sont l'altération de la phalange distale, que sont l'absence d'angle mandibulaire, et que sont, malgré l'âge, les larges sutures et la présence encore d'une fontanelle postérieure. Ceci, c'est typique d'une pycnodysostose, et c'est vraiment une clé diagnostique par la radio. Deuxième exemple de signe discriminant, on a à l'évidence une ostéocondensation, à l'évidence elle est bilatérale, à l'évidence elle touche à la fois le cortex mais également le périoste, puisque vous voyez c'est une ossification périostée irrégulière, donc ceci se rencontre à cet âge-là de façon symétrique dans le Camurati Angelman.
Autre signe discriminant, beaucoup moins connu parce que l'affection est beaucoup plus rare. Voici une pathologie ostéocondensante diffuse, avec troubles de modelage, condensation de la métaphyse, éventuellement des épiphyses. Regardez, il y a un signe majeur qui est la platyspondylie étagée. Platyspondylie étagée, alors on pourrait penser à une affection hématologique, hein, bien entendu, et il faudra la rechercher, c'est une évidence, mais c'est typique d'une dysostéosclérose. Il y a d'autres signes, hein, en particulier la condensation des métaphyses, etc. Mais ces tassements vertébraux, dans le cas d'une ostéocondensation, qui ne sont pas reliés à une pathologie hématologique maligne, il faut penser à ce diagnostic. Alors, il y a des signes moins discriminants, mais dont il faut quand même parler. Le premier est cette déformation tout à fait particulière, symétrique, des larges métaphyses, qui s'appelle la déformation en flacon d'Erlenmeyer. Ça nous renvoie à nos TP de chimie d'autrefois. Flacon d'Erlenmeyer, alors c'est pas du tout discriminant, ça se rencontre dans de nombreuses situations, les ostéopétroses au sens large, la dysostéosclérose, on vient de le voir, et d'autres anomalies, 1 degré moindre le Camurati-Engelmann ou la dysplasie de Pyle. Mais ça se rencontre aussi dans les maladies de surcharge, en particulier le gaucher, il n'y a pas d'ostéocondensation comme dans le cas présenté, dans les thalassémies, recrutement de maximum d'espace médulaire, mais aussi dans l'intoxication au plomb, l'intoxication au fluor et les traitements par biphosphonate. Le deuxième signe, peut-être un peu plus discriminant, mais je ne savais pas où le mettre dans les discriminants ou les moins discriminants, je l'ai mis dans les moins discriminants, c'est celui-ci. C'est la réduction majeure de l'espace médulaire, avec une augmentation de l'épaisseur de la corticale. Ce qui s'appelle en clair une hyperostose endostée, sans anomalie périostée. Vous voyez, le bord de l'os est particulièrement régulier. Eh bien, ça se rencontre dans Kenny-Café et syndrome de masse osseuse élevée, et dans d'autres affections, dont le Van Buchem, et vous en avez vu quelques exemples. Mais si vous voulez, c'est un signe radio qui ouvre la porte vers un certain nombre d'hypothèses. Message 7, la base du crâne. La base du crâne, on va rechercher deux principes. D'abord, l'existence d'une condensation, mais surtout, la présence de compression potentielle. Voici dans cette ostéopétrose récessive un épaississement absolument majeur de la voûte, mais également une atrophie optique bilatérale. Bon, les signes cliniques sont bien sûr présents, hein, mais c'est pour illustrer l'intérêt de la... Autre exemple, vous avez une voûte qui est extrêmement épaisse et vous avez une compression des amygdales cérébelleuses. Autre exemple enfin, vous avez dans ce cas d'ostéopétrose récessive, avec peu d'atteinte des os de la face, mais en revanche épaississement très marqué de la voûte, vous avez un rétrécissement du conduit auditif interne, mais surtout, et c'est vraiment le problème, des carotides qui sont de tout petit calibre, toute la circulation cérébrale se faisant par le système vertébro-basilaire. Donc, c'est court message, forcément incomplet. Se méfier des imitations, le fœtus, bon, presque on l'oublie. La forme de l'ostéocondensation, l'étendue de l'atteinte, les signes plus ou moins discriminants et la base du crâne sont les messages que je voulais vous faire passer. Donc, alors, pour en savoir plus, très rapidement, il y a des ouvrages en français, Jean-Denis Laredo, Anne Cotten, et Bonne Dysplasia, puis encore le livre de M. Maroto, qui est encore bien utile dans la description des signes. Bon, la classification, vous avez vu que dans le cas présent, ça pose problème. Puis il y a trois, je vais laisser, si vous voulez les prendre, qui me paraissent intéressants. Voilà, ces messages étant passés, je vous remercie, et puis on aura peut-être une discussion tout à l'heure. Merci.